Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, le deuxième épisode de la maladie d'amour. Alors, si vous n'avez pas vu le premier épisode, ce serait mieux d'y aller pour comprendre là où on en est. Ceux qui ont la flemme, je vais faire un petit résumé rapide. Donc, on arrive sur Terre, on se rend compte que pour être aimé, il y a des conditions, tout un tas de conditions, des conditions qui font qu'on va créer un personnage ou plusieurs personnages pour être aimé. On vit des traumatismes d'enfance, d'adolescence et puis on n'apprend pas à s'aimer soi-même, donc on s'aime pas bien, voire on s'aime pas du tout. De toute façon, il y a des conflits entre les personnages que nous avons créés et ce que nous sommes réellement et puis arrive l'heure de se mettre en couple et on en est là, jeune homme ou jeune femme, prêt à vivre en couple, alors qu'on est déjà handicapé de l'amour. Donc bien évidemment, on commet des erreurs, on confond l'amour avec besoin, avec envie, avec compensation. On part sur des relations biaisées sur lesquelles alors certains vont s'adapter, compenser, tenir tout un temps jusqu'à ce que le cancer frappe à la porte pour dire: «Non, pas bon, pas d'amour» ou alors, vivre seul par peur de reproduire les échecs. Troisième scénario possible, passer d'échec en échec, puis un nouvel échec, se lasser des échecs et finir par accepter une situation, moyenne. Et donc on en était là et ce qu'on disait que, c'est pas ça qui, pouvait expliquer cette évolution, des cancers depuis 30 ans puisque ce défaut d'amour de soi-même et dans le couple existe depuis le début de l'ère chrétienne. Donc, pas ça qui explique cette progression de cancer en France. Et j'avais conclu l'épisode numéro 1 en disant: «Oui, mais les béquilles ont disparu». Alors, de quoi je parlais? Là, on est sur le thème. Les béquilles. Eh bien, c'est que pendant des années et des années, il y avait des compensations d'amour. Il y avait des béquilles d'amour, dans la relation, dans les relations entre nous et notamment au boulot. Alors évidemment, là, les jeunes, ils vont halluciner et je vous parle pas d'il y a 4 siècles en arrière, je vous parle d'il y a 30 ans parce qu'en fait, la courbe d'évolution des cancers exponentielle, elle a 30 ans. Donc c'est bien qu'il s'est passé quelque chose là, dans les années 90 et dans l'univers professionnel, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que dans les années 90, il y avait, de l'amour. Il y avait de l'amour entre nous, entre collègues, dans les relations hiérarchiques aussi. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on met derrière l'amour, hein? Il y a tout un tas de mots, qui s'inscrivent, derrière l'amour. Il y a des échanges, de la compréhension, de la tolérance, on acceptait, un peu plus, l'échec individuel ou collectif, même si ça faisait pas plaisir, hein. Bon, sans idéaliser bien sûr, il y avait évidemment déjà des endroits où c'était malsain de travailler, où ça coinçait un peu. Mais dans ces endroits-là, la compensation, c'était le syndicat ou la délégation du personnel. Des liens forts se créaient entre, les ouvriers et puis il y avait les il y avait aussi le bistrot qui était, le cadre social, parfait pour les échanges, pour une forme de fraternité là aussi, entre nous, qui n'existe plus du tout. Globalement, les relations humaines étaient basées sur des valeurs propres et propres aussi aux entreprises. Ouais, ouais, oui, oui, les jeunes, écoutez-moi bien. Les entreprises, dans les années 90, se targuaient d'avoir des valeurs humaines et on s'y retrouvait. Mais on s'y retrouvait tellement bien qu'on était, des gros défenseurs de nos entreprises. On se battait comme des chiens pour notre boîte. On était fiers d'appartenir à notre entreprise. On dénigrait le concurrent, hein. On était un peu cons, hein. Oui, oui, mais c'était fort, c'était bien fait, quoi et on était heureux de travailler, pour telle ou telle boîte. Bon alors, c'était pas non plus que, il y a aussi le fait que, on avait des primes, nos salaires étaient augmentés, on était reconnus, on était valorisés, il y avait une forme de tolérance, il y avait aussi une forme d'autonomie. On n'appliquait pas bêtement des protocoles qui atterrissaient, sur le terrain, émanant, d'un siège déconnecté de la réalité. On faisait des apéros le soir. Alors oui, c'était alcoolisé, mais ça entretient les liens. Ah maintenant c'est interdit, hein. C'est interdit. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. Oui et que chacun rentre chez soi, tout seul, sans pouvoir échanger sur sa journée, ça c'est excellent pour la santé là. Oui, bon je vais changer de sujet, ça m'énerve. Puis alors le truc dingue que les jeunes, peuvent pas imaginer au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on nous demandait pas de vendre notre âme au diable. On demandait pas aux commerciaux d'entourlouper, leurs clients. On demandait aux paysans de nourrir la population, pas de les empoisonner. On demandait
aux forces de l'ordre de s'occuper principalement des malfrats et pas des honnêtes citoyens. On demandait aux médecins de soigner leurs patients, pas de les laisser à la maison avec du Doliprane. On demandait aux enseignants de faire grandir nos enfants et de pas créer des générations de crétins. Donc on voit bien que tout ça, ça a disparu en 30 ans, hein. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, marche ou crève. Vous avez, là je vous plains, mais vous avez une nouvelle génération de petits chefs là qui ont pris, tous les strates de pouvoir, sur le terrain. Alors eux, c'est les premiers à vendre leur âme au diable pour quelques j'allais dire pour quelques dollars de plus. Voilà, c'est un univers où on ne te demande pas ton avis, où tu existes pas. Si tu es pas heureux, tu dégages, tu appliques le protocole, tu travailles le nombre d'heures, tu travailles plus vite, tu travailles plus fort, tu te tais, tu nous emmerdes pas et puis, surtout quand c'est l'heure, tu pars. Tout ça sous la responsabilité de petits chefs qui n'ont, que l'intitulé de chef. Ils devraient relire la sémantique, grecque de capitaine. On parle de capitaine d'industrie, capitaine d'équipe sportive, capitaine de bateau, de navire et cetera. Ça veut dire quoi un capitaine? À l'origine, un capitaine, c'est un demi-dieu et les demi-dieux, ils nous aiment, ils nous protègent, ils sont plus forts que nous. Les chefs d'aujourd'hui protègent personne, ils sont plus forts que personne, ils ont vendu leur âme au diable. Alors pour tous ceux qui, pensent que je suis énervé, aigri, que tout ceci ne repose sur rien, j'ai des chiffres. Voilà, il y a une enquête qui a été faite. Alors, il y a eu des polémiques autour de cette enquête évidemment, hein. Dès qu'on n'est pas bien classé, les Français ont: «Oh, oh, comment ça se fait? C'est pas normal, quels critères?» Enfin, il y a moi je suis tombé sur une enquête d'Euronews, qui parle du bonheur au travail, donc qui prend comme critère, les revenus au travail, la sécurité au travail ou le sentiment de sécurité au travail, les conditions de travail, le ratio entre le temps à la maison et le temps au travail, le développement des compétences au travail et il semblerait que, la France soit 36e. Pas terrible 36e, hein? Alors il y a une autre enquête du Mappies Live Institute sur le bonheur. D'après, cette enquête laisserait à penser que la France est 33e au niveau du bonheur individuel des Français. Donc des mauvais classements, hein, contrairement à certains indices où là, la France est super bien classée. Alors, là où on est bon, consommation de cannabis. Premier par tête de pipe en Europe. On est dans les 5 plus gros consommateurs de cocaïne et nous sommes les 2e au niveau des cancers diagnostiqués. C'est un hasard tout ça, non? Alors vous allez me dire, «Oui, mais bon, c'est un peu partout que ça s'est dégradé». Oui, c'est un peu partout que ça s'est dégradé, mais peut-être que c'est surtout chez nous que ça s'est dégradé et il y a un point sur lequel ça s'est vraiment dégradé chez nous, c'est sur la dernière béquille que je voulais aborder, qui est la béquille spirituelle. Alors attention, je parle de béquille spirituelle, je parle pas de béquille religieuse, ésotérique, je parle vraiment de l'esprit. En France, notre histoire est une histoire chrétienne, protestante et catholique. Donc, on a des siècles et des siècles de croyance en Dieu et le roi. À un moment donné, le roi terminé. Et puis, au début du 20e, on a décidé en France, les premiers, qu'on serait un État laïque. J'ai aucun problème avec ça. Donc, on a remplacé, on a dit aux gens, vous pouvez croire en ça si vous voulez, Dieu, le truc là qui n'est pas prouvé, mais surtout, vous allez croire en la République et les valeurs de la République. Égalité, liberté, fraternité. La théorie est magnifique. Les garants de la République, l'État et l'administration française. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en 30 ans, là, on se rend compte qu'il y a plus d'amour. On nous a demandé de croire en un truc, ça marchait, hein, ça a matché l'école de la République, pendant des années. On a eu plein de prix Nobel, les gens venaient du monde entier dans nos universités, alors dont les garants sont, l'État, l'administration, les partis politiques, tout ça dans le cadre d'un débat démocratique. La belle idée et du coup, les gens avaient reporté leur croyance, leur foi, leur espoir en ces institutions et excusez-moi de vous le dire, mais en tout cas moi, j'ai la conviction que depuis 30 ans, on nous aime plus, nous, les enfants du peuple et il y a pas de hasard, le dernier qui, a priori, donnait l'image du président qui nous aimait, bah, il était des années 90. Après, bah, non, ça a commencé à se détériorer, on a senti tout de suite qu'on nous défendait pas parce qu'aimer, c'est défendre. C'est quoi les signaux d'un État qui nous aime? Entre autres, de nous défendre, oui, et là je parle du peuple, hein, face à une agression économique, interne et externe. On voit bien que les gouvernants ont lâché, que les nouveaux patrons sont économiques, financiers. Déjà, bah, on a été abandonnés. Ils nous soignent? Non.
ils nous soignent. Avec nos impôts, on donne de l'argent et avec cet argent, ça nous permet d'être soignés. Bon, bah, on voit les budgets, de la santé fondre comme neige au soleil, chaque année depuis 30 ans. On voit bien que c'est fini, cette volonté de soigner tout le monde et gratuitement. C'est ça aussi, le côté gratuit, on sent que ça va être de plus en plus délicat, hein. Pour ceux qui, comme moi, ont vécu une situation cancéreuse, on se demande, vu les frais engagés dans cette pathologie, on se demande jusqu'à quand on va pas nous demander de participer financièrement. Bon, on demande aussi à nos gouvernements de s'occuper de nos enfants et d'en faire des êtres intelligents, donc ça, laissez tomber, hein. Si vous comptez sur l'école pour ça, c'est raté. On a une éducation nationale qui formate nos enfants à croire ce qu'on leur dit. On parle des forces de l'ordre. Moi, je vis à la campagne, donc je suis, sous, couverture de la gendarmerie nationale. J'ai rarement eu de témoignages de gens qui disaient: «Oh là là, heureusement la gendarmerie est arrivée à temps». Alors, pas de leur faute les gars, hein, ils ont pas les moyens, ils ont des gros territoires à couvrir, OK, mais vous nous protégez pas quoi. Et puis depuis 30 ans, on a même le sentiment, personnellement, en 30 ans, j'ai agi, 3 fois avec, la gendarmerie nationale. 2 fois pour prendre une prune, de ma faute soit, OK. Néanmoins, c'était pas pour me protéger, c'était pour me prendre mon pognon et la troisième fois où j'ai cru qu'ils m'avaient confondu avec un terroriste ou l'ennemi public numéro un, hein, parce que j'ai eu le droit à un regard chargé, de haine, c'est pour s'assurer que j'avais bien mon autorisation de sortie de moi-même pendant 1 heure, dans cette période un peu compliquée, que nous avons tous traversée. Heureusement, je l'avais sur moi. Ce qui n'était pas le cas de la petite mamie, qui était près de moi, qui allait faire son marché à 50 mètres de chez elle, 84 ans, petite retraite. Elle était même pas au courant qu'il fallait qu'elle s'autorise elle-même, et il lui a mis 135 € de PV. Bien joué la gendarmerie. On vous aime, nous aussi on vous aime. Bon, alors en ville, il y a la police, donc je sais, hein, je sais que les fonctionnaires de police, pour la plupart, vous faites le job, que vous n'avez pas de moyens, mais là aussi l'image, elle est où l'image? Hein? Je vais vous en donner une d'image moi, c'est celle-là. Comment vous pouvez faire ça? Oh les gars, c'est des filles. Moi, j'ai en mémoire cette manifestation d'infirmières où les CRS tapent sur les infirmières et nous, les malades du cancer, on sait qui sont ces femmes, les infirmières. Oh, mais vous vous regardez dans les yeux les gars? Vous tapez sur des femmes et vous tapez sur des femmes qui vont être prêtes à tout lorsque vous êtes en souffrance, qui vont être là, qui vont vous tenir la main, qui sont des amours de nana. Des femmes qui manifestent pour vous, pour vos parents? Oh! Vous vous réveillez? Vous avez une conscience ou quoi? Et donc depuis 30 ans, on assiste en fait à la prise de pouvoir de voleurs. Alors je ne veux pas rentrer dans les polémiques d'éventuelle corruption. Moi je parle de voleurs de rêves, d'espoir, de foi en l'avenir. J'ai un petit-fils et c'est vrai que ça va être compliqué de l'aider à avoir de l'espoir, des rêves pour l'avenir. Vous êtes des voleurs de rêves. Et puis alors non seulement c'est des voleurs de rêves, mais en plus, ils nous mettent en culpabilité permanente. Terriblement corrosif la culpabilité, hein. Alors le réchauffement de la planète, c'est vous. La pollution, c'est de votre faute, individuelle, hein, responsabilité individuelle. Non, non, c'est pas les grandes entreprises, c'est pas les multinationales, c'est non, 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 c'est vous individuellement. Ah, vous roulez en diesel, hein. Ah ouais, 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 ouais. Vous triez vos poubelles, c'est de votre faute en permanence, de votre faute si le monde va de travers. Le diesel, le trou de la sécu, le budget de l'État. Donc globalement, tout est de votre faute. Il y a plus d'espoir en l'avenir. L'ascenseur social est cassé. Plus rien n'a de sens. Et en fait, on a besoin qu'il y ait du sens. On a besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. C'est indispensable à notre santé. Comme les bébés ont besoin de câlins pour être en bonne santé. Nous aussi, on a besoin de ce câlin de foi et d'espoir. Alors on peut faire un parallèle avec la vie d'une cellule. Vous savez que c'est, la vie d'une cellule, pas très fun, hein, c'est même chiant, hein. Une cellule lorsqu'elle, naît, elle a un petit despote à côté d'elle, un petit chef qui lui explique qu'elle est cellule du foie ou cellule cardiaque ou cellule nerveuse ou peu importe et que par définition, de l'endroit où elle est née, elle a une tâche à accomplir. H24 tous les jours. Donc, elle a un petit chef qui lui dit quoi faire tous les jours. Elle a une tâche redondante. Rien n'est fun pour elle. Alors écoutez-moi bien. Si, parce que notre cellule, c'est une part de nous. Alors, si son sacrifice a du sens, si elle sent dans la vibration collective que sa part contributive apporte du bonheur, apporte de l'espoir, eh ben, elle y va, hein. Comme nous, comme nos générations précédentes. Nos grands-pères, avaient une vie laborieuse, mais ils avaient l'espoir que ça aille mieux pour leurs enfants. Là, on est dans une situation où il y a plus d'espoir. Donc qu'est-ce qui se passe? Si la cellule, à un moment donné,
se dit: «Mais j'ai une vie de merde et en plus, ça ne sert à rien», qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour la cellule si elle se cancérise? Eh ben, elle s'autonomise. Déjà, elle commence par faire ce qu'elle veut. Alors évidemment, avec notre angle de vue, elle fait n'importe quoi et c'est dangereux. OK, ça, c'est clair. Mais elle s'éclate. Les cancérologues sont là pour le confirmer. Elle devient instantanément terriblement intelligente. Dès qu'elles se regroupent entre elles, le système immunitaire qui vient pour les, attaquer, elles leur crachent dessus, elles les endorment. Parce qu'elles savent comment ça marche. Elles font partie de nous. Elles connaissent le système. Elles en font partie. Et là, elles retrouvent une autonomie. Elles retrouvent une liberté. Et du coup, elles font n'importe quoi. Elles s'amusent. Alors elles sont créatives, hein. Elles vont créer des dérivations sanguines pour pouvoir se nourrir. Elles vont créer des vaisseaux sanguins pour pouvoir nourrir la tumeur. Alors vous allez me dire: «Oui, mais c'est stupide parce qu'elles vont mourir avec nous». Oui, c'est vrai, elles vont mourir, comme les cellules saines. Tout le monde va mourir. On va tous mourir. Le concept du cancer, c'est on quitte à mourir, on va s'éclater. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit message à envoyer à l'organisme tout entier pour dire: «Si toi, dans ta globalité, tu es pas capable de t'éclater, on va on va s'éclater et on va partir ensemble». Alors pour conclure ce cycle de 2 épisodes, concernant la maladie d'amour, je crois qu'on est l'humanité occidentale en général et nous, Français en particulier, nous sommes là à un virage de notre histoire où on va ou non prendre l'angle de l'amour. C'est comme si l'univers, petit à petit, via quelques pantins prenant le pouvoir, nous confrontait à une réalité qui est qu'il y a plus de béquilles. C'est fini, on t'enlève les béquilles. Il y a plus d'amour entre nous. Donc il faut retrouver cet amour. Il faut recréer du lien, recommencer par s'aimer soi-même, réapprendre à s'aimer, réapprendre à s'aider soi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. Qui est le plus important entre toi et moi? C'est ça qui est à retravailler aussi. Aller chercher le «et», comment est-ce qu'on recrée du lien avec, sa famille, avec son voisin? J'ai aussi, subi ça bien évidemment puisque j'ai déclenché un cancer, hein. J'étais plus heureux dans mon activité de magnétiseur. Le matin, je partais en faisant alors que c'est par définition l'activité où le praticien doit être dans l'amour en permanence. S'il y a plus d'amour, ça marche plus et moi j'y étais plus. C'est tout ça qu'il faut réorienter, réorganiser. On vous aime pas au boulot, vous êtes pas bien payé au boulot, vous arrivez tout juste à payer votre loyer et à manger. Bah, ça ressemble à une drôle de vie. Alors, bah, si vous vous aimez, vous la refusez et vous quittez tout et vous faites confiance. Vous retrouvez foi en vous, en Dieu, pourquoi pas, en votre destin, en votre histoire. Retrouvez la foi, c'est ça aussi, retrouver l'amour. Qu'est-ce que vous risquez? Alors, a fortiori, si vous êtes malade, hein, si vous avez un cancer et que votre perspective, l'unique perspective que vous avez, si tant est que vous guérissiez, c'est de retourner dans un travail qui ne vous épanouit pas, avec un compagnon ou une compagne qui ne vous épanouit pas. Et je crois que le plus important, c'est de retrouver l'amour de soi. Alors, respectez-vous, aimez-vous, faites-vous plaisir, soyez doux avec vous. Ne prenez pas les expressions comme «qu'est-ce que je peux être con», par exemple. Quand vous dites ça, il y a une part de vous qui vous croit, hein, et une autre part de vous qui vous croit pas et que ça énerve donc vous avez échoué. Eh bien, l'échec fait partie de la vie. La prochaine fois, vous réussirez. Vous êtes malade? Vous voulez vivre? Ou vous avez peur de mourir? À quel prix vous voulez vivre? Combien vous coûte cette peur de mourir? Toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, parce que c'est à vous d'abord que je m'adresse et je vous engage à réapprendre à vous aimer, à sortir de la peur de votre maladie, de la peur de mourir. Aimez-vous, essayez de trouver comment après la maladie, vous pouvez retrouver de l'amour pour vous. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Écrivez maintenant: «J'aimerais vivre ça, j'aimerais vivre ça». Enlevez les freins qui vous en empêchent. Dès que vous êtes guéri, dès que vous êtes en rémission, allez-y, commencez à réamorcer cette nouvelle vie. Tous les témoignages de guérison définitive que j'ai ont des dénominateurs communs et dans ces dénominateurs communs, il y a: «Je n'ai plus peur de mourir, ça c'est fait. J'ai envie de vivre, mais j'ai envie de vivre différemment. J'ai envie d'être une nouvelle personne. J'ai envie de renaître à une nouvelle personne. J'ai envie de renaître dans l'amour inconditionnel».